J'ai déjà signé les papiers, a ricané mon demi-frère en montrant le contrat de vente. Les nouveaux acheteurs emménageaient demain. Je suis resté parfaitement calme. Le président du conseil syndical a demandé le véritable propriétaire. Mais la salle de conférence, située au 42e étage, disposait de baies vitrées du sol au plafond offrant une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Chicago. Assis à ma place habituelle, près du coin, j'observais Marcus faire les 100 pas, son téléphone pressé contre l'oreille. Il était très animé, gesticulant frénétiquement alors qu'il discutait avec quelqu'un des frais de clôture et des virements bancaires. Non, non, ils emménagent demain, lança Marcus d'une voix forte, s'assurant bien que tout le monde, dans le bureau de gestion de l'immeuble, puisse l'entendre. Le Pantouse va enfin revenir à quelqu'un qui a réellement les moyens de se l'offrir. Mon pathétique demi-frère y squatte depuis des mois. Je pris une gorgée de mon café et continuai d'examiner les rapports de maintenance trimestriels. La gestionnaire de l'immeuble, Madame Patterson, me jeta un regard inquiet, mais je lui fis un discret signe de tête négatif. Pas encore. Marcus était mon demi-frère depuis 15 ans. Depuis que sa mère avait épousé mon père alors que j'avais 19 ans et lui 23. Leur mariage a duré 6 ans, avant que mon père ne décède subitement d'une crise cardiaque. Dans son testament, papa avait laissé à la mère de Marcus un généreux fonds fiduciaire, et Marcus lui-même avait reçu un héritage substantiel en espèces, près d'un demi-million de dollars. Moi, j'avais reçu le Pantouse. À l'époque, Marcus ne semblait pas s'en soucier. Il gagnait bien sa vie dans la vente pharmaceutique, conduisait une BMW en leasing et sortait avec une femme qui travaillait dans le capital investissement. Le Pantouse représentait trop de responsabilités pour lui de toute façon, avait-il dit lors de la lecture du testament. Trop de frais de copropriété, trop d'entretien, trop prétentieux. C'était il y a 7 ans. Marcus a flambé son héritage en 4 ans. De mauvais investissements dans la start-up technologique d'un ami. Un bateau qu'il n'avait pas les moyens d'entretenir. Un mariage avec sa petite amie du capital investissement qui a coûté plus cher que la plupart des maisons, suivi d'un divorce 18 mois plus tard qui lui a coûté encore plus. La 5e année, il était de retour dans le sous-sol de sa mère. La BMW avait été saisie, et il travaillait comme directeur régional des ventes pour une entreprise de fourniture médicale, un poste qui lui rapportait la moitié de son salaire précédent. Et soudain, le Pantouse ne semblait plus si lourd à porter. Cela a commencé doucement. Marcus s'est mis à venir au dîner de famille chez sa mère, où j'étais toujours invité par politesse. Il faisait de petites remarques, insinuant que je gâchais le Pantouse, que je l'utilisais à peine puisque je voyageais énormément pour le travail, et affirmant que c'était, en réalité, un bien familial qui devait profiter à tout le monde. Je travaillais comme ingénieur en structure pour une firme spécialisée dans la construction de gratte-ciel à travers le Midwest. Mon travail m'amenait à Minneapolis, Détroit, Milwaukee, ou encore Indianapolis, parfois pour des semaines entières. Marcus voyait cela comme la preuve que je ne méritais pas le Pantouse. « Tu n'es même jamais là », dit-il un dimanche autour d'un rôti. Pendant ce temps, je suis entassé dans la chambre d'amis de maman comme si j'avais encore 16 ans. Papa aurait voulu que cet espace revienne à quelqu'un qui l'utiliserait vraiment. Sa mère, Linda, opinait du chef. Elle m'avait toujours en voulu que mon père m'ait laissé le Pantouse plutôt qu'à elle. Peu importe qu'elle ait reçu un fonds fiduciaire lui versant 70 000 $ par an à vie. Peu importe qu'elle soit propriétaire de sa maison, libre de toute hypothèque, grâce à l'assurance vie de mon père. Le Pantouse valait environ 2 millions de dollars. C'est ça qui les dérangeait. Je n'ai jamais argumenté. Je finissais simplement mon dîner, remerciais Linda pour le repas, et rentrais chez moi, dans mon Pantouse sous-utilisé. Il y a 3 mois, la campagne de Marcus s'est intensifiée. Il a commencé à dire aux membres de la famille que j'avais accepté de lui vendre le Pantouse avec une réduction familiale. Des cousins m'en parlaient lors des rassemblements. C'est tellement généreux de ta part d'aider Marcus à se remettre sur pied, disait-il. Je souriais poliment et changeais de sujet. Puis, Marcus a commencé à amener des investisseurs potentiels aux événements familiaux, des amis de son country club, d'anciens collègues, n'importe qui avec de l'argent est susceptible de vouloir s'associer avec lui sur une opportunité immobilière. Il décrivait le Pantouse en détail, mentionnant les salles de bain en marbre, la cuisine de chef, la terrasse privée avec vue sur la ville. Mon frère est enfin prêt à le lâcher, disait Marcus en donnant une tape dans le dos de ces inconnus. Prix familial, il faut juste régler la paperasse. Je ne l'ai jamais contredit en public.
Je savais ce qu'il faisait. Il construisait un récit, créait une pression sociale, faisant comme si l'affaire était déjà conclue pour que je passe pour le méchant si je faisais marche arrière. Il y a 2 mois, il s'est présenté à l'immeuble. J'étais à Milwaukee, en train d'examiner les plans structurels d'un nouvel hôtel, quand Madame Patterson m'a appelé. « Votre demi-frère est ici », dit-elle prudemment. « Il demande une clé de votre unité. Il dit qu'il doit prendre des mesures pour des meubles. » « Ne lui donnez pas accès, dis-je calmement. Il insiste sur le fait que vous lui avez dit qu'il pouvait. Madame Patterson, Marcus n'a pas ma permission pour entrer dans le Penthouse. Il n'a pas la permission d'avoir une clé. S'il continue d'insister, veuillez appeler la sécurité de l'immeuble. » Il y eut un silence. Bien compris, monsieur Hay. Quand je suis rentré à Chicago 3 jours plus tard, Marcus m'attendait dans le hall. Il se leva de l'un des canapés en cuir près du bureau du concierge. Son visage disait tout, « Tu m'as humilié. » J'avais l'architecte d'intérieur qui attendait dehors depuis 1 heure, sifflait-il alors que je me dirigeais vers l'ascenseur. Tu as une idée d'à quel point cela m'a fait paraître non professionnel. Tu ne possèdes pas le Penthouse, Marcus, dis-je doucement. Tu ne peux pas engager des décorateurs pour une propriété qui ne t'appartient pas, ça va se faire, que tu coopères ou non, claqua-t-il. L'avocat de maman rédige les papiers. Transfert familial. Tu vas signer, je vais te payer un prix juste et tout le monde sera content. Je ne vends pas, sa mâchoire se crispa. Tu n'as pas le choix. Papa aurait voulu ça. Tu sais qu'il aurait voulu que je sois à l'abri du besoin. Le testament de papa était très clair sur ce qu'il voulait. Marcus s'approcha, baissant la voix. Tu es égoïste. Tu n'es jamais là. Tu n'as pas besoin d'autant d'espace. J'ai une vie à reconstruire et tu te mets en travers de mon chemin, juste par besoin mesquin de faire valoir ton héritage sur moi. J'appuyai sur le bouton de l'ascenseur. Je ne vends pas le Penthouse, Marcus. Ni à toi. Ni à personne. Cette conversation est terminée. L'ascenseur arriva. J'entrai à l'intérieur. Marcus coinça sa main entre les portes qui se fermaient. J'aurai ce qui m'est dû, dit-il. D'une manière ou d'une autre. Les portes se refermèrent. C'était il y a 6 semaines. Pendant un moment, les choses se calmèrent. Marcus cessa de venir au dîner de famille. Linda cessa de m'appeler. Je supposais qu'ils avaient fini par accepter la réalité. J'avais tort. Hier matin, j'ai reçu un email de la part de personnes nommées Donald et Patricia Berkshire. L'objet indiquait « Calendrier de clôture du Penthouse. Cher monsieur Hay, nous sommes ravis de finaliser l'achat de l'unité 4201 la semaine prochaine. Notre entreprise de déménagement a été programmée pour le vendredi 15 mars. Nous voulions nous coordonner avec vous concernant la remise des clés et les éventuels objets que vous retirerez de l'unité avant que nous en prenions possession. Veuillez nous indiquer vos disponibilités pour une dernière visite des lieux. Cordialement, Donald et Patricia Berkshire. J'ai lu l'email 3 fois. Puis j'ai appelé Madame Patterson. Est-ce que Marcus est passé à l'immeuble récemment? Demandai-je. Il était ici lundi, répondit-elle. En réunion avec un couple dans le hall. Ils ont regardé les équipements de l'immeuble, la salle de sport, la terrasse sur le toit. Il les a présentés comme les nouveaux propriétaires de votre unité. Que leur avez-vous dit? Rien. Ce n'était pas à moi d'interférer dans ce que je supposais être une vente privée. Il n'y a pas de vente, Madame Patterson. Silence à l'autre bout du fil. Puis, monsieur Hay, je pense que vous devriez venir. Il y a eu une confusion. J'ai conduit jusqu'à l'immeuble immédiatement. Madame Patterson m'attendait dans son bureau avec une pochette cartonnée. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents, un compromis de vente, un reçu d'acompte, un formulaire de déclaration de clôture. L'acheteur était listé comme Donald et Patricia Berkshire. Le vendeur était listé comme Marcus Jerome Whitmore, avec une note indiquant qu'il détenait une procuration pour le propriétaire, James Alexander Hay. Moi. Le prix d'achat était de 1,85 million de dollars. La date de clôture était le 18 mars, dans 4 jours. C'est une fraude, dis-je calmement. Je m'en doutais, répondit Madame Patterson. Mais les Berkshire semblaient légitimes. Ils ont déjà viré la compte, 50 000 dollars. Ils ont engagé des déménageurs.
Madame Berkshire posait des questions sur les couleurs de peinture hier. Où est Marcus maintenant? Il a dit qu'il serait de retour cet après-midi avec son avocat pour régler quelques papiers de transfert avec le syndic. Je regardais ma montre. Il était 11 heures du matin. À quelle heure est la réunion mensuelle du conseil? Demandai-je. Madame Patterson cligna des yeux. 14 heures, mais c'est réservé aux membres du conseil. Je serai là, dis-je. J'ai passé les 2 heures suivantes à passer des coups de fil, mon avocat, la société de titres, la division des fraudes de la police. À 13h30, j'avais tout ce qu'il me fallait. À 13h45, je suis entré dans la salle de conférence du 42e étage. Marcus était déjà là, assis en bout de table comme s'il était le propriétaire des lieux. À côté de lui se trouvait un homme en costume coûteux, probablement son avocat. En face d'eux étaient assis Donald et Patricia Berkshire, un couple au début de la soixantaine, tous deux vêtus d'une tenue décontractée mais soignée, l'air à la fois excité et légèrement nerveux. Les membres du conseil entrèrent, Madame Patterson, le trésorier, Monsieur Okoro, la secrétaire, Mademoiselle Vasquez. 2 membres honoraires dont je n'avais jamais appris les noms, et enfin le président du conseil, Thomas Brennan, un juge fédéral à la retraite qui vivait dans l'immeuble depuis 20 ans. Je pris place dans le coin. Marcus m'aperçut, et son sourire confiant vacilla l'espace d'une seconde. Puis il revint, plus large qu'avant. James, dit-il chaleureusement. Content que tu aies pu venir. Je voulais que tu rencontres Donald et Patricia. Ils achètent le Penthouse. Enfin, ils l'ont déjà acheté. Techniquement, on règle juste les derniers détails. Donald tendit le bras à travers la table pour me serrer la main. Nous sommes tellement excités. Votre frère nous a tellement parlé de l'appartement. Demi-frère, corrigeai-je doucement. C'est vrai, gloussa Donald. Nous cherchions quelque chose dans cet immeuble depuis des mois. Quand Marcus nous a approchés pour une vente privée, nous avons sauté sur l'occasion. Patricia hocha la tête avec enthousiasme. Le prix était incroyable, en dessous du marché d'au moins $100 000. Nous savons que vous vouliez tous les deux garder ça en famille, pour ainsi dire. En fait, interrompit Marcus avec fluidité, James voyage tellement qu'il a réalisé qu'il était plus censé de vendre. N'est-ce pas, James? Tout le monde me regarda. Non, dis-je calmement. La pièce devint silencieuse. Le sourire de Marcus se crispa. Ce que James veut dire, c'est... Je veux dire non, répétai-je. Je n'ai jamais accepté de vendre le Penthouse. Je n'ai jamais donné procuration à Marcus. Je n'ai jamais autorisé cette transaction. Le visage de Patricia devint livide. Donald regarda Marcus, confus. Marcus ria, mais cela sonnait faux. James, allez. On en a parlé. Tu as dit. J'ai dit que je ne vendais pas, à plusieurs reprises. Tu as choisi de ne pas écouter. Un instant, intervint l'avocat de Marcus. Monsieur Whitmore possède des documents montrant. Des documents falsifiés, dis-je calmement. Je sortis mon téléphone et ouvris mes emails. J'ai l'email original de la société de titres, envoyé hier, confirmant qu'aucune procuration n'existe dans leur dossier pour l'unité 4201. J'ai également une déclaration de mon véritable avocat confirmant que je n'ai jamais signé un tel document. Thomas Brennan se pencha en avant. Monsieur, êtes-vous en train de dire que cette vente est frauduleuse? Oui. C'est ridicule, claqua Marcus. James ajuste la trouille. On avait un accord familial. Il essaie de faire marche arrière parce qu'il est. Je suis le propriétaire enregistré, dis-je. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais donné mon accord à quoi que ce soit. Marcus n'a aucune autorité pour vendre ma propriété. Donald se leva brusquement. Nous avons viré $50 000. Nous avons engagé des déménageurs. Nous avons donné notre préavis pour notre appartement actuel. Je suis vraiment désolé, dis-je sincèrement, mais vous devrez poursuivre le recouvrement de vos fonds auprès de Marcus, pas auprès de moi. Patricia avait l'air sur le point de pleurer. Donald se tourna vers Marcus, le visage s'assombrissant. Vous avez dit que c'était légitime, dit Donald lentement. C'est légitime, insista Marcus. James est juste. Il est confus. Il voyage beaucoup. Il mélange les. Je ne suis pas confus, dis-je.
Je suis le seul propriétaire de l'unité 4201. J'ai l'acte de vente. J'ai le titre de propriété. Je paie les charges de copropriété. Marcus n'a aucun droit légal sur ma propriété. L'avocat de Marcus feuilletait frénétiquement son dossier. Son visage était passé de la confiance à la panique. Thomas Brennan s'éclaircit la voix. Madame Patterson, avez-vous les registres de propriété pour l'unité 4201? Madame Patterson ouvrit un fichier sur son ordinateur portable. James Alexander est propriétaire unique depuis 2018. Aucun transfert, aucun privilège, aucune réclamation secondaire. C'est de la folie, hurla Marcus. Je suis sa famille. Papa lui a laissé ce pantouse et il n'est jamais là. Il reste vide alors que je suis au fond du TR, alors que vous commettez une fraude immobilière, dit Thomas froidement. Ce n'est pas une fraude. C'est une affaire de famille. Vendre une propriété que vous ne possédez pas est une fraude, monsieur Whitmore. Falsifier des documents de procuration est une fraude. Accepter un acompte sous de faux prétextes est une fraude. Donald tremblait de rage. Vous nous avez dit que vous aviez toute autorité. Vous nous avez montré des papiers. Vous. Ces papiers sont faux, dis-je doucement. Marcus ne possède pas le pantouse. Il ne l'a jamais possédé. Il raconte aux gens depuis des mois que j'ai accepté de le lui vendre. Ce n'est pas le cas. Marcus se tourna vers moi et, pour la première fois, je vis un véritable désespoir dans ses yeux. James, s'il te plaît. J'ai besoin de ça. Je me noie. Les dettes, la pression, tout. J'ai besoin que cette vente se fasse. Signe juste les papiers. Je te donnerai un prix juste. Mieux que juste. Ne me fais pas ça. Tu t'es fait ça tout seul, dis-je. Nous sommes une famille. Ça ne t'a pas empêché de falsifier des documents avec mon nom dessus. Thomas se leva. Monsieur Whitmore, je suis dans l'obligation de signaler cela aux autorités. Madame Patterson, veuillez appeler la sécurité de l'immeuble, et quelqu'un devrait contacter la police. L'avocat de Marcus rangeait déjà sa mallette. Je n'étais au courant d'aucune fausse déclaration, dit-il rapidement. Mon client m'a assuré que toute la documentation était légitime. Je me retire de cette affaire avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas partir comme ça, dit Marcus désespérément. Regardez-moi faire, l'avocat sortit. Marcus regarda autour de la pièce, les membres du conseil, les Berkshire, moi. Son visage passa par toute une série d'émotions, colère, panique, incrédulité. Tu vas vraiment faire ça, me demanda-t-il. Tu vas me détruire pour un pantouse que tu utilises à peine? Je ne te détruis pas, Marcus. Tu t'es détruit toi-même. Je suis ton frère. Tu es mon demi-frère, et tu as essayé de me voler. La sécurité de l'immeuble arriva, 2 agents en uniforme qui semblaient confus par la situation. Thomas expliqua brièvement. Ils demandèrent à Marcus de sortir dans le couloir. Patricia pleurait maintenant. Donald avait son bras autour d'elle, sa mâchoire si serrée que je pouvais voir ses muscles travailler. Il s'était fait arnaquer et il le savait. M et Madame Berkshire, dis-je doucement, je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé. Je vous recommande de contacter la division des fraudes de la police de Chicago et de déposer plainte. Vous devriez également contacter votre banque concernant le virement. Il y a peut-être un moyen de récupérer votre acompte. Témoignerez-vous, demanda Donald. Si nous portons plainte? Absolument. Ils partirent, Patricia sanglotant toujours, Donald soutenant son poids. Les membres du conseil se dispersèrent calmement, ne laissant que Thomas, Madame Patterson et moi dans la salle de conférence. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demanda Thomas. Des mois. De petites remarques au début. Puis il a commencé à dire aux gens que j'avais accepté de vendre. Ensuite, il a commencé à amener des acheteurs potentiels. Je pensais que l'ignorer le ferait arrêter. Vous auriez dû signaler cela immédiatement. Je sais. Je continuais à penser qu'il abandonnerait. Je ne voulais pas croire que mon propre demi-frère commettrait réellement une fraude. Thomas hocha la tête lentement. La police voudra une déclaration de votre part. Ça va devenir compliqué. Je comprends. Madame Patterson toucha mon bras. J'aurais dû vous appeler plus tôt. Quand il a commencé à amener des gens, j'aurais dû savoir que quelque chose clochait.
Vous ne pouviez pas savoir, dis-je. Marcus est doué pour raconter des histoires. C'est littéralement son métier. À travers les parois vitrées de la salle de conférence, je pouvais voir Marcus dans le couloir, en train de se disputer avec les agents de sécurité. Son visage était rouge, ses gestes désordonnés. Il me pointa du doigt plusieurs fois. Les agents restèrent impassibles. Mon téléphone vibra. Linda appelait. Je décrochai. « Qu'est-ce que tu as fait » hurla-t-elle immédiatement. « Marcus vient de m'appeler depuis l'immeuble. Il a dit que tu le faisais arrêter. Il a dit que tu l'avais humilié devant des acheteurs. Il a dit qu'il avait essayé de vendre mon pantouse. Linda, il a falsifié des documents. Il a pris 50 000 $ à des gens sous de faux prétextes. Tu mens? Non. Demande-lui pour Donald et Patricia Berkshire. Demande-lui pour la fausse procuration. Demande-lui pourquoi son propre avocat a quitté la réunion. Il essayait de reconstruire sa vie. Tu as tout et il n'a rien. Tu ne pouvais pas simplement l'aider? Il n'a pas demandé d'aide. Il a commis une fraude. Tu es vindicatif. Tu es cruel. Tu es. Je raccrochai. Thomas m'observait. Les réunions de famille vont être gênantes, dit-il. J'ai arrêté d'y aller il y a des mois. 2 officiers de police arrivèrent. La vraie police de Chicago, pas la sécurité de l'immeuble. Ils parlèrent d'abord avec Marcus, puis avec Madame Patterson, et enfin avec moi. Je leur donnai copie de tout, les emails des Berkshire, les documents falsifiés, la déclaration de mon avocat, mon titre de propriété prouvant que j'étais le propriétaire. L'un des officiers, une femme dans la quarantaine aux yeux fatigués, secoua la tête en examinant les papiers. Les gens deviennent stupides quand il s'agit d'immobilier, dit-elle. Surtout en famille. On voit ça plus souvent que vous ne le pensez. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demandai-je. Nous allons enquêter. Si les Berkshire portent plainte, et on dirait bien qu'ils vont le faire, votre demi-frère risque des accusations de fraude, peut-être de falsification. Tout dépend de ce que le procureur voudra poursuivre. Sera-t-il arrêté? Probablement pas aujourd'hui. Nous allons transmettre l'affaire aux détectives. Ils monteront le dossier. Ça pourrait prendre des semaines. Marcus était toujours dans le couloir, assis maintenant sur un banc, la tête entre les mains. Les agents de sécurité se tenaient à proximité, attendant. La police l'interrogea ensuite. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait, mais je voyais son langage corporel, défensif au début, puis abattu. Il me jeta un coup d'œil à travers la vitre une fois. Je ne détournai pas le regard. Au bout de 30 minutes, la police partit, emportant leur rapport avec eux. Marcus resta sur le banc. Thomas s'excusa. Madame Patterson commença à rassembler les papiers. « Voulez-vous que je le fasse expulser de l'immeuble » demanda-t-elle doucement. « Non, laissez-le partir de lui-même. » Elle hocha la tête et sortit. Je marchai jusque dans le couloir. Marcus leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges. « J'avais besoin de ça, dit-il d'une voix rauque. Tu ne comprends pas. Je suis noyé sous les dettes. Le fisc est après moi. Je suis sur le point de perdre ma voiture. J'ai 40 ans et je vis chez ma mère. J'avais besoin de ça. Alors tu aurais dû me demander de l'aide, pas essayer de me voler. M'aurais-tu aidé? J'y réfléchis. Je ne sais pas. Mais tu ne m'as pas donné la chance de décider. Je ne pouvais pas risquer que tu dises non, alors tu as risqué la prison à la place. Marcus se leva lentement. Tu vas me poursuivre en justice, ton propre frère. Demi-frère. Et oui, papa aurait honte de toi. Papa aurait honte de ce que tu as essayé de faire. Marcus marcha vers l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, il se retourna. J'espère que ce pantouse en vaut la peine, dit-il. J'espère que ça vaut le coup de détruire ta famille. Les portes se fermèrent. Je restai seul dans le couloir un long moment. Puis je pris l'ascenseur jusqu'au pantouse. L'espace semblait exactement tel que je l'avais laissé il y a 3 semaines. Propre, minimaliste, des meubles coûteux que j'avais à peine utilisés. Marcus avait raison sur un point. Je n'étais pas souvent là. Mon travail me faisait voyager. Le pantouse était plus un investissement qu'un foyer, mais il était à moi.
Mon père me l'avait laissé spécifiquement. Il savait ce qu'il faisait. Je marchais sur la terrasse et regardais la ligne d'horizon de Chicago. Le soleil se couchait, peignant les immeubles d'un orange doré. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Ici Donald Berkshire. Notre avocat a déposé une main courante. Merci pour votre honnêteté. Nous poursuivons la procédure judiciaire complète, répondis-je. Je coopérerai pleinement à l'enquête. Un autre texto, cette fois de mon avocat. La police de Chicago m'a contacté. Ils prennent ça au sérieux. Plusieurs crimes possibles. Gardez toute la documentation. Ne parlez pas à Marcus ou à sa famille sans ma présence. Je répondis, compris. Je pensais aux mots de Linda. Vindicatif, cruel. Peut-être avait-elle raison. Peut-être aurais-je pu gérer cela différemment. Peut-être aurais-je pu confronter Marcus plus tôt, arrêter cela avant que ça n'aille aussi loin. Mais il avait fait son choix. Il avait décidé que ses besoins justifiaient la fraude. Que la famille lui donnait la permission de voler. Que mon absence du pantou signifiait que je ne le méritais pas. Il avait tort. La ligne d'horizon s'assombrit. Alors que la nuit tombait, des lumières commencèrent à apparaître dans les immeubles autour de moi. Des milliers d'entre elles. Chacune représentant la vie de quelqu'un, le foyer de quelqu'un, l'histoire de quelqu'un. Celle-ci était la mienne. Marcus ferait face aux conséquences. Légales, financières, et probablement familiales aussi. Linda ne me pardonnerait jamais. D'autres proches prendraient parti. Les fêtes seraient inconfortables, si tant est que je sois invité. Mais j'avais protégé ce qui m'appartenait. Je m'étais dressé contre quelqu'un qui pensait pouvoir prendre mon bien simplement parce qu'il le voulait assez fort. Mon téléphone sonna. Madame Patterson. Monsieur est, je voulais vous informer. Marcus a essayé d'accéder au garage. La sécurité l'a arrêté. Il a prétendu qu'il s'était garé là plus tôt et qu'il devait récupérer sa voiture. S'était-il garé là? Non. Nous avons vérifié. Je pense qu'il espérait entrer à nouveau dans l'immeuble. D'accord. Merci de me l'avoir dit. Encore une chose. Les Berkshire ont laissé leurs coordonnées. Ils veulent témoigner si cela va au procès. Bien. Est-ce que vous allez bien, monsieur est? Je regardais autour du Penthouse, les sols en marbre, les meubles de designer, la vue qui valait 2 millions de dollars. Ouais, dis-je. Je vais bien. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre et je me suis assis sur la terrasse alors que les lumières de la ville se multipliaient dans l'obscurité. Demain, j'appellerai mon avocat pour discuter des prochaines étapes. Demain, je me coordonnerai avec l'enquête de police. Demain, je gérerai les retombées d'une famille qui ne comprendrait jamais pourquoi j'ai choisi la propriété plutôt que la loyauté. Mais ce soir, j'étais simplement assis dans la maison que mon père m'avait laissée. Celle que Marcus avait essayé de prendre. Celle pour laquelle je m'étais battu. C'était calme ici, à 42 étages au-dessus de la rue. Cela en valait la peine.